Thanks for coming and good morning again. My name is Alette Savenius. I'm the head of the drama collection of the Royal Theatre in Copenhagen, which is where the conference in 2016 will be held. And we're very much looking forward to seeing all of you, and I mean all of you. And this conference has been very inspirational. Anyways, first we'll continue talking about digital humanities and the performing arts and building communities. And I think what we had this morning, the keynote speaker was extremely inspirational for the challenge that we all meet and we're all a part of. And the example that was displayed by Nick Leonhardt clearly shows us the immense development within digital humanities and the necessity for all of us to consider how to move forward. So I'm very, very pleased that this morning we'll continue and go into depth with this matter. So we have 4 speakers, and I'll introduce them individually as we go, so that it's fresh in your remembrance. And I'm very pleased to introduce the first speaker, which is Agathe Sanjuan and Jamie Folsom. And Agathe Sanjuan is a curator and head of the library and museum of the Comédie Française in Paris. She studied at the École Nationale de Chartres and is specialized in history of theatre. She has recently curated 2 exhibitions in Centre National du Costume de Scène in Ville-de-Moulins, and we saw this wonderful video yesterday, so we know where you are working at, and in Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris in Petit Palais. And Jamie Folsom holds an AB in French from the Vassar College and a master's degree in technology in education from Harvard University, and is a lead web applications developer at MIT Hyper Studio, where he builds tools to support teaching and research in the humanities. So I'd say that's the perfect match for this. Speak with the title of Le projet de registre journalier de la Comédie Française, un projet de recherche et de numérisation transatlantique. Please. Donc, en fait, nous allons parler dans les 2 langues. Hein. Donc, est-ce que vous avez tous votre écouteur? Parce que je vais parler en français. Jenny va parler en anglais. C'est bon. Voilà, donc en fait, cette communication est à 2 voix et est bilingue, à l'image de notre projet qui réunit en une même équipe des chercheurs et des informaticiens français et américains. Il s'agit d'une recherche qui s'inscrit dans le domaine des humanités numériques, dont les buts sont les suivants. Hop. Donc, diffuser à une grande échelle sur la toile des documents uniques et par là même peu accessibles, préserver nos originaux et offrir des images d'excellente qualité à notre public proche ou lointain, qui n'avait accès jusque-là qu'à des microfilms, générer et démultiplier les possibilités de recherche sur ces documents contenant une information extrêmement riche, dans une approche globale, alors que leur étude a toujours été fragmentaire. Et enfin, construire une base de données conçue grâce au dialogue de nos métiers, chercheurs, bibliothécaires, informaticiens, pour imaginer de nouveaux champs d'investigation qui ne pouvaient être couverts par la recherche traditionnelle, pour répondre à de nouvelles questions. Donc nous vous proposons de retracer rapidement l'historique de ce projet et puis de vous montrer où nous en sommes. Voilà, donc on va vous présenter dans un premier temps le corpus que nous avons numérisé, qui est la base de notre projet d'humanité numérique. Donc hier, nous avons évoqué diverses compagnies qui conservent leurs archives et qui ont ce souci depuis de nombreuses années de le faire aux États-Unis. La Comédie Française, qui a été créée en 1680, a toujours conservé ses archives, qui sont principalement des archives comptables,
puisque les comédiens avaient le souci de compter combien ils gagnaient pour pouvoir se rémunérer eux-mêmes. Donc on a cette chance d'avoir une série complète depuis l'origine de nos archives comptables. Donc grosso modo, le corpus de numérisation représente 111 000 vues que nous avons numérisées, avec différents types de registres. Alors, la première série, qui est notre colonne vertébrale du projet, elle est la série des registres journaliers. Donc, cette série, voilà, vous avez ici une image. C'est un formulaire pré-imprimé qui donne pour chaque journée de représentation la date, les 2 pièces qui étaient représentées, puisque traditionnellement, dans une même représentation, on avait 2 pièces différentes, le nombre de billets vendus par catégorie de place, ça vous donne la recette. Et puis, sur les premières séries, donc là, on est en 1688, on a également les dépenses. Voilà un autre exemple d'un registre plus tardif, en 1780. Donc, on voit que le formulaire a un petit peu changé. Évidemment, nous avons changé de théâtre, donc les places ne sont pas réparties de la même manière dans la salle. Un autre corpus que nous avons numérisé... Non, c'est pas ça. Voilà. Ce sont les registres de feu. Alors, les registres de feu donnent les distributions journalières. Donc, pour chaque pièce, vous avez tous les acteurs qui ont joué. Voilà. Et la dernière série que nous vous présentons aujourd'hui, c'est la série des registres de dépenses. Puisque dans la première période, on inscrit sur une même feuille de registre les frais et les recettes. Et un peu plus tard, au XVIIIe siècle, on a une série distincte pour les dépenses. Voilà, donc ces registres contiennent une information extrêmement riche et quasiment complète sur la période. Ces informations permettent de retracer l'histoire du répertoire, c'est-à-dire de savoir quelles pièces on a jouées, quels auteurs, à quelle fréquence, avec quel succès, l'histoire de la troupe, c'est-à-dire qui joue quoi, quels sont les comédiens vedettes, combien les comédiens interprétaient de pièces par année, combien de rôles interprétaient-ils par année. Ça permet également de faire l'histoire économique du théâtre, les succès, les échecs, quels sont les auteurs qu'on joue le plus. Et enfin, c'est aussi une histoire du public, puisqu'on peut étudier comment le public se répartit dans la salle en fonction des auteurs que l'on joue et éventuellement des événements. Alors, notre projet, voilà en quoi il consiste. Numériser les registres, saisir dans une base de données les informations que contiennent ces registres, développer des outils de recherche, exploiter les données grâce à ces outils et enfin, publier les résultats. Alors voici les acteurs d'aujourd'hui, on va dire. Donc la Comédie Française, qui est un théâtre en activité et qui a conservé ses registres. Le MIT, avec le professeur Jeff Ravel, qui est chercheur en histoire du théâtre et plus particulièrement en histoire des publics. Kurt Fentz, qui est directeur de Hyper Studio, qui est le laboratoire sans qui rien n'eût été possible ici, et l'équipe de Hyper Studio, dont Jamie fait partie. L'Université de Paris X Nanterre, avec le professeur Christian Biet, qui est spécialiste d'histoire du théâtre du XVIIe siècle. L'Université de la Sorbonne, avec les professeurs Georges Forestier et Pierre Frantz, qui sont spécialistes respectivement des XVIIe et XVIIIe siècles en littérature. L'Université de Poitiers, avec Florence Philippi. L'Université d'Harvard, avec Sylvain Guyot. Et puis, les nombreuses personnes qui gravitent autour du projet, la gestionnaire du projet qui s'appelle Sarah Harvey, et tous les élèves en fait, de ces professeurs qui ont travaillé sur les répertoires du XVIIe et du XVIIIe siècle et qui ont pris en main ce projet. Donc, en fait, la première partie du projet a consisté en un projet de numérisation qui est très classique, mais Jamie va maintenant vous présenter le volet informatique qui, lui, est plus original de votre point de vue. Thank you very much, Agathe. My name is Jamie Folsom. I'm a web applications developer at HyperStudio at MIT. We cover the digital humanities side or the digital side of the digital humanities project. Just very briefly about HyperStudio, we are part of the Department of Comparative Media Studies and Writing, which is embedded in the School of the Humanities at MIT. And we tend to work
across domains, across disciplines, and be embedded in projects rather than, rather than being part of a specific humanities department or part of the IT infrastructure of the institute. Our projects tend to originate in scholarly or pedagogical practice. That means we partner with a faculty person who has a research interest or an instructional goal. We try to involve them in all stages of the project. So rather than talking with them about the problem or the opportunity in question and developing something and delivering it, we try to work interactively with them throughout the development of the project. There's more to say about HyperStudio, but I want to be sure to leave time to show you the tools we've built for this particular project. We have other projects in active development as well, which I won't speak about. Among them, Annotation Studio, ArtX, and USArun, and those can be seen on our website. But I will proceed now to showing you some of the tools that we've built for the Comédie Française Registers project. There are basically two big phases of this project as we see it from a development perspective. The first phase is the one which Agathe has already spoken about, that we are in now, which is the data capture, the digitization of the images of these register pages, and the data capture from those pages, from those images. The second phase, which we are about to embark on, is the more public phase, where those data and those images are made more usable and more public for researchers and for the general public, data visualizations, and a website. So I will show you a couple of the tools we have built. That one will be the last one we'll touch on. Okay, so the flipbooks that Agathe showed you are a very easy and quick and effective way of looking at the entire volume of register pages from a given season. And over the whole 113-year period from 1680 through 1793. What you're looking at here is an interface that we built at HyperStudio, which allows a single one of those pages to be viewed in a browser with all of the details of the ticket sales alongside it, and in high enough resolution and large enough image that you can actually read in great detail these handwritten data. Below, we've added a web-based data entry form, which allows an expert and to some degree a non-expert even to capture some of those data off of the page and to enter them into the database. So you see here that the number of the register, the season, the day of the week, the date. If there's anything on a left-hand page, we can add a left-hand page note here. There are several different categories of left-hand page informations that you might see. Each register, as Agathe mentioned, has one or two plays on it, very often two. So we can add, here's a register which contains one play above and another play below. Each of the plays, in turn, can also have actors that are noted on the form, or they may or may not. We can add an actor here by selecting from a list and adding that, relating that to the play, which is then related to the register. Below, you can see that all of the ticket sales information have been entered from these handwritten notes here into the form. And there's an automatic feature which both tallies up what is on the page and checks it against what is recorded on the page as the total take for the day. So that's essentially just a sort of sanity check both for the data entry person, but also there have been cases, if I'm not mistaken, where there was an error made in the actual accounting on the page, so that it can come out here. So there's more to say about that, but really that's the piece which lets us actually get the data off of the page and into the database. Based on that, shall I show the fastener browser is the right thing to show now? Okay, so based on that data entry, we then have a database full of very interesting and searchable and facetable information from those ticket sales registers. What you're looking at here is a snapshot. It's a tool called the faceted browser, which we built to allow quick and
easy navigation of the data by any one of the facets of the data that are in the database. This is just a cross-section, a quick selection of different possible facets that we could be interested in searching on. And what you're seeing is that it's possible to select a season, a day of the week, which was the first play with the first author, the second play, and the second author on the page. So, for example, we might be interested in looking at just the registers on which Molière was the first author. I'm not going to translate this page. And right away, by selecting Molière as the first author, you can see the seasons in which he was most active, or his plays were most actively played, days of the week, which plays were played, not only of his, but which plays were played in the second position on the same day. So if we can then drill down to looking at, for example, when Voltaire was the second author. Okay, and so in some cases, this is a sample data set, but you can see that there are, that quickly gives us a view of what the differences are in the data. Let me see. I'll quickly now show you, in the interest of time, two further things. This is the administrative interface which allows the data entry people to quickly navigate, filter, search, and find whole swaths of these registers that have been entered. Scroll to the bottom here, and you'll see that there are 20,000 plus in total in this particular cross-section of the data. So there are a great number of these. And so what we try to do is organize them by whether they're entered, verified, if there's a problem, and so on. And that's what these scopes are along the top. And perhaps most importantly and most interestingly, what we are now preparing to do is something more visual and more interesting with these data, which will allow us to see patterns across the 113-year period visually. And so what you're looking at here is a very early attempt at a visualization of our data, showing months of the year, weeks of the year, and days of the year, with the ticket sales for each of those days, months, or weeks aggregated across the 113-year period. So you can see very quickly, with red representing the fewest ticket sales and blue representing the largest number of ticket sales, that April tended to be a month, or the first 2 weeks of April anyway, tended to be a month in which there were very few ticket sales. And you may infer or guess based on that what might have been going on in April throughout that period. It was that period before Easter, if I'm not mistaken. Oui, en fait, effectivement, là, par exemple, sur ce graphique, donc ça vous permet bien sûr de vérifier des choses qu'on sait. Par exemple, qu'au mois d'avril, il y a la fermeture de Pâques, qui était la fermeture annuelle du théâtre. Mais ça peut nous permettre aussi de détecter des choses dont on n'avait pas conscience auparavant et que ce système de visualisation va mettre en valeur, qui vont nous permettre de nous poser d'autres questions sur des choses qu'on n'a pas interrogées jusque-là. Donc, c'est vraiment tout l'avantage de ce système de visualisation et qu'on peut générer sur... Là, on l'a fait sur la vente des tickets, mais ça peut être sur plein d'autres choses. Ça peut être sur la programmation des auteurs, ça peut être sur une période plus courte. Donc, c'est vraiment tout l'avantage de ce projet, d'offrir... on va s'attacher maintenant à développer ce type d'outils selon les recherches que les scientifiques ont l'intention de développer. And I'll just say one further thing about this visualization. Clearly, it's currently static. It is driven by data from the database. And the next step will be to take this faceted browser, which I showed you, let's bring it over here, and allow this to be the interface which drives the data which are visualized here. So you could very quickly see something like when Voltaire and Molière were most active, and across the period, which days of the week, which months of the year, if there were patterns like that could be seen. Voilà, donc actuellement, on peut faire des recherches ponctuelles sur le faceted browser, par exemple, voir l'évolution des représentations de Molière et de Voltaire, voir que les deux courbes, en fait, l'outil va nous permettre de tracer des courbes ensuite pour voir que les courbes se croisent, qu'évidemment Molière, qui est très représenté dans les années 1730, est moins représenté alors que Voltaire monte en flèche à la fin du siècle. Donc voilà, ce sont des choses en fait que les chercheurs
faisaient à la main auparavant. Ça pouvait leur prendre une année entière de dépouiller tous ces registres pour chaque recherche. Là, en un clic, ils pourront avoir le résultat de ce qu'ils faisaient auparavant et qui faisait l'objet de mois et de mois de dépouillement dans des conditions un petit peu difficiles, puisqu'il fallait qu'ils se déplacent à la bibliothèque de la Comédie Française. Ouais. Voilà, donc alors après, évidemment, je ne voudrais pas vous cacher tous les débats qu'on a eus au sein de l'équipe sur les informations qu'il fallait prendre en compte dans cette base de données. Et effectivement, on a eu beaucoup de discussions. Déjà sur est-ce qu'il fallait prendre en compte les dépenses. Vous voyez que sur les premiers registres qu'on a montrés, les dépenses sont prises en compte. Mais après, on a des registres séparés, et puis à la Comédie Française, on a des cartons et des cartons d'archives qui contiennent des factures qu'il faudrait croiser avec les informations des registres. Donc là, je dois dire que le pragmatisme des informaticiens nous a aidés dans nos choix. Les informaticiens nous ont dit, mais si vous voulez faire une base de données sur la période entière, il vous faut des données fixes. Et les recettes étaient bien sûr des données beaucoup plus constantes que celles des dépenses. Sur le corpus lui-même, le corpus de numérisation est distinct du corpus de saisie. On a 111 000 pages numérisées, mais en fait, on n'a saisi que les registres journaliers, ce qui représente 33 000 représentations, ce qui est déjà énorme à l'échelle de notre projet. Donc en fait, pour l'instant, les autres types de registres, feux, dépenses, assemblées, viennent à l'appui de ces registres journaliers, et on pourra en fait ouvrir dans une même fenêtre tous les registres pour une même journée, c'est-à-dire avoir pour une même journée une vue d'ensemble des activités du théâtre. Alors, d'autres difficultés par rapport à la saisie des informations. On avait au départ des listes d'auteurs, des listes de titres, des listes de comédiens, mais ces listes se sont avérées incomplètes quand on a commencé à faire le travail. Donc évidemment, on s'est mis à saisir les données au fur et à mesure, avec des problèmes de graphie, de lecture, d'orthographe, puisqu'à cette époque-là, l'orthographe n'est pas fixée. Donc évidemment, il a fallu, bien, comme vous connaissez dans tous vos projets, nettoyer ces listes-là ensuite. Autre problème qu'on peut signaler, les titres sont abrégés. Par exemple, il y a des pièces qui sont signalées comme « La Coquette ». Mais « La Coquette » peut se référer à 3 pièces différentes. La Coquette corrigée de Lanoux, La Coquette de Village de Dufresne ou La Coquette et la Fausse Prude de Baron. Donc en fait, il faut faire référence à des sources extérieures au corpus pour déterminer de quelle pièce il s'agit véritablement. Et évidemment, la question que nous nous sommes sans arrêt posée, c'est où s'arrête notre travail. Au départ, c'est un travail de transcription, mais peu à peu, c'est devenu un travail d'éditeur. Nous avons 2 équipes pour constituer cette base de données, une équipe de compilateurs et une équipe de vérificateurs, puisque comme le disait tout à l'heure notre intervenante, il faut se baser sur des données validées. Donc, en fait, l'enjeu était de faire travailler des gens de tout niveau, des gens qui démarraient dans la recherche et des gens qui étaient véritablement des experts. Donc, les premiers se sont attachés à la saisie des informations, tandis que les autres ont vérifié les informations. Donc, ce qui est très positif, en revanche, c'est que très vite, ceux qui étaient débutants ont acquis les méthodes de travail des chercheurs experts. J'ai oublié de vous parler du budget, ce qui peut quand même vous intéresser. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a démarré de rien et qu'on a commencé quand même le travail. C'est-à-dire que grâce à MIT et à Harvard, on a dégagé des petits budgets, grâce à ces 2 universités, pour commencer la numérisation et commencer à saisir les données et à construire cette base de données. Ce qui fait que ça a pu convaincre nos financeurs de nous attribuer un budget qui totalise aujourd'hui 550 000 €, ce qui est important, très important pour nos institutions. Le financeur américain le plus important est la Mellon Foundation. Et en France, ce sont des financeurs publics, notamment l'Agence nationale pour la recherche. So I'll just say a couple of words about the challenges that we've seen from our side at MIT. And I'll keep it brief because I think Agathe has covered a lot of what we needed to cover. But I will say that she touched on the question of lists and on just at what point our work is done. I think that was a really interesting one. And that sort of falls under the category of evolution of our shared understanding.
as we've gotten deeper into this, it's become clear that the definitive list of actors or the definitive list of plays during this period is not on the register pages, but rather is elsewhere. And so we decided to bring in lists from other sources which enhanced and improved the database and made it more accurate. But that becomes very difficult if you do that step in the middle of this process. So it's been very interesting to try to amalgamate and combine the expertise of the theater experts on the one hand and the data people on the other to adapt a database in progress to accommodate these changes over time. Clearly language, we're a bilingual team across 2 continents. There are people who've come into the project and left the project, many different expertises, and we're also looking for ways to apply the learnings and the software itself to other data sets and other projects. So challenges and opportunities both. Alors, quelles sont nos échéances? Le projet doit se terminer normalement en 2016 puisque nous avions c'est la fin. Nous avions un financement pour 3 ans. Donc nous sommes en train de mener une expérimentation avec des classes de lycéens qui travaillent actuellement sur le projet. L'idée serait de synthétiser leurs travaux afin d'offrir à un plus grand public un accès facilité et attractif à ce projet d'érudition. Nous souhaitons également présenter des études de cas, des recherches types ou des narrations qui permettraient aux internautes d'entrer dans la base par un biais convivial pour ensuite mener leurs propres recherches sur des questionnements similaires. Enfin, je mentionne les 4 colloques qui ont lieu dans les années à venir pour rendre compte de nos recherches. Poitiers en 2014 qui a eu lieu il y a quelques semaines, New York à l'automne prochain, Paris en 2015, Boston en 2016. Et enfin, des publications qui vont venir à l'appui de ces colloques pour rendre compte de ce projet en humanité numérique. Merci.